Yorana, c'est Ravaheri de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce premier épisode de notre saison spéciale vacances des Pacific Buzz. Comme tu le sais, les Pacific Buzz, c'est le podcast des entrepreneurs polynésiens. Et pendant les vacances, nous t'amenons à la découverte d'entrepreneurs différents, uniques et surtout représentatifs de notre Fénois. Donc, quoi de mieux cette fois que de partir avec nous à la rencontre de personnes qui savent mettre en avant le mythique accueil chaleureux du Polynésien et qui reçoivent les gens chez eux comme si c'était un membre de leur famille. Ce sont des acteurs économiques majeurs du pays, ils font partie des premiers entrepreneurs touristiques du Fénois et ne s'avouent pas vaincus face à l'industrie hôtelière qui fleurit plus que jamais dans nos îles. Les pensions familiales font désormais partie de notre culture. Et c'est pourquoi nous aimerions vous en présenter quelques-unes, à commencer par la pension de la plage, gérée par Vincent Morels depuis 2006. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir ce premier épisode spécial vacances entre Tamatea et Vincent. Alors, bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui dans la pension de la plage. Je suis accompagné de Vincent et du coup pour commencer cet épisode, Vincent, je vais te proposer de toi-même te présenter rapidement. Bonjour, je suis donc Vincent Morels, je suis le gérant de la pension de la plage, co-gérant avec ma femme, 50-50. Et nous avons racheté la pension en 2006, donc ça fait maintenant à peu près 17 ans qu'on fait ce métier. Et on a suivi notre destin, c'est ça ce qui nous a amené à faire ce métier, dans le sens où on était venu pour adopter un enfant polynésien, que ça s'est pas fait, qu'on nous a proposé la pension, qu'on n'avait rien demandé, et que quand on est retourné en métropole, on nous a proposé un bébé polynésien adopté à Avignon. Donc ça faisait trop de signes et qu'on a accepté, et donc on a décidé de revenir avec un bébé polynésien en Polynésie plutôt que de rester en métropole et de reprendre cette activité de pension qui finalement nous était un peu tombée du ciel. Et puis ensuite on a adopté un deuxième bébé dans la tradition Fahamu et qui nous a convaincus de rester en Polynésie et d'avoir ce métier qui nous permettrait à la fois d'en vivre et également de pouvoir rester toujours avec nos enfants et de pouvoir s'occuper d'eux et de les éduquer. Voilà la raison d'être de notre présence en Polynésie et de ce qu'on y fait. Du coup, ça fait plein d'adoptions, donc 2 enfants adoptés, une pension adoptée, un nouveau pays adopté. C'est ça. Ça fait effectivement énormément de choses. Et donc aujourd'hui, vous avez cette pension, la pension de la plage. Aujourd'hui, est-ce que c'est la seule activité professionnelle que vous avez, ou est-ce que vous avez d'autres compléments d'activité professionnelle à côté de la gestion de la pension ? Alors aujourd'hui, tout notre temps est consacré à cette activité. La pension a 12 unités, donc ça prend énormément de temps. Et ça me semblerait difficile de faire d'autres activités en plus, compte tenu qu'en plus, au départ, y a un investissement qui est lourd. Donc ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pendant plus de 10 ans pour déjà ne serait-ce qu'arriver à rembourser les emprunts. Et ensuite, on peut commencer à se permettre effectivement d'embaucher un peu de personnel supplémentaire pour pouvoir souffler un peu. Et puis le temps passe et on devient moins jeune. Et puis l'idée de reprendre des entreprises quand on avait passé la soixantaine, c'est un peu différent. Donc non, j'envisage pas de reprendre d'autres activités aujourd'hui. Ok, donc très bien. Là, finalement, quand on se pose la question, la motivation qui vous a poussé à vous lancer dans le secteur de la pension de famille, c'est pas vraiment une volonté interne, c'était quelque chose un peu qui s'est fait au hasard de la rencontre, de la visite en Polynésie. Alors c'était effectivement suivre le destin qui s'ouvrait à nous, accepter le destin, et donc on a choisi de faire un an de congé sabbatique par rapport à nos métiers précédents. Moi j'étais responsable d'une agence d'ingénierie, ma femme faisait de la recherche, donc on était complètement dans un autre domaine. Et puis on s'est dit il y a trop de signes qui nous poussent à venir ici, et on se donne un an. Et puis
on verra si les portes s'ouvrent complètement et qu'elles nous emmènent effectivement à venir ici, ou si les portes se ferment et que finalement c'est peut-être pas notre destin. Et tout s'est ouvert, l'impossible est devenu possible, et donc c'est ça ce qui nous a décidé à rester en Polynésie et à faire ce métier que l'on a découvert au fur et à mesure. Nos expériences passées nous permettaient de l'aborder avec toutes les expériences nécessaires également, parce que de gestion, de compétences techniques, de compétences de service aux clients, etc. On les avait, donc ça nous a permis de les concrétiser dans un nouvel environnement, et ça nous a permis de découvrir un bon métier de service et de rencontres avec une multitude de gens. Ok, donc fort de toutes ces expériences, quelle est aujourd'hui la meilleure expérience que tu retiens dans cet environnement de la pension de famille, dans ce fabuleux décor que vous avez? Quelle a été aujourd'hui vraiment l'expérience qui t'a marqué le plus et comme étant une des meilleures expériences que vous ayez connues aujourd'hui? Alors, je ne répondrai pas à cette question. J'ai pas une meilleure expérience en tête. C'est plutôt un métier qui apporte un plaisir renouvelé chaque jour, parce que chaque jour on est confronté à des rencontres nouvelles. On est confronté à... Enfin, j'y confronté. C'est pas une confrontation. C'est plutôt on a des rencontres nouvelles. On a des problématiques différentes aussi à résoudre complètement. Ça peut être des problèmes de personnel, des problèmes techniques, des problèmes reliés au service à rendre, de tout type. Donc on est en permanence titillé, intellectuellement parlant, parce qu'il faut sans arrêt se remettre en question et trouver des solutions. Donc non, c'est plutôt, je dirais, la problématique est différente. C'est qu'on peut ne plus trop avoir envie de s'arrêter, et en se disant qu'il faut quand même s'arrêter un jour. Donc c'est plutôt ça la problématique. Voilà. Ok, on ne recherchait pas forcément une problématique, mais il n'y a aucun souci. Au-delà de ça, comment est-ce que c'est de gérer aujourd'hui une pension de famille avec les différents hôtels qui s'installent un peu dans la place, surtout un peu, on va dire un peu ce marché du luxe? Comment est-ce qu'on arrive à vivre, cohabiter en tant que pension de famille? Alors, je vois pas de problématique de ce côté-là, parce qu'on n'est pas sur les mêmes segments. Il y a le segment effectivement de l'hôtellerie de luxe, il y a le segment de ce qu'on pourrait appeler les pensions de famille, mais qui est pas linéaire. Il y a énormément de structures qui sont différentes et qui sont complémentaires déjà dans le cadre des pensions de famille. Et puis il y a également la valorisation de foncier, qui est représentée par ce qu'on appelle souvent le Airbnb, où là c'est des gens qui ont réalisé des investissements immobiliers et qui cherchent à les rentabiliser pendant une période de temps sous forme de location à court terme, sans nécessairement y ajouter les services qu'on retrouve dans l'hôtellerie et les pensions. Donc on a 3 segments aujourd'hui qui existent, qui cohabitent et qui permettent d'accepter une clientèle différenciée et d'augmenter quelque part le volume de cette clientèle qui vient sur la Polynésie, et donc d'augmenter l'autonomie financière également de la Polynésie. Donc je ne pense pas qu'il y ait de soucis de ce côté-là, sachant qu'en plus les gammes de prix sont pas les mêmes. Donc on est bien sur des segments, différents. Après les stratégies de rentabilité d'un établissement, ça va être de voir comment effectivement on peut se différencier, soit par rapport à la localisation, soit par rapport aux services particuliers qu'on peut rendre, soit par rapport au positionnement que l'on a. Les uns vont être dans la montagne avec une vue magnifique, les autres vont être au bord de mer, mais avec les problématiques liées aussi au fait d'être au bord de mer. Enfin bon, chacun va avoir des plus et des moins, et c'est cette différenciation-là qui va permettre aux uns et aux autres de pouvoir remplir et de pouvoir vivre de leur activité. Ok, très bien. Et aujourd'hui, si tu devais faire un peu ce bilan, on va dire, c'est quoi les challenges en fait en tant que gérant de gérer une pension de famille? C'est quoi finalement les plus grandes difficultés que tu rencontres?
En fait, pour une petite entreprise par rapport à une grosse, et la situation qu'on a actuellement, c'est qu'il faut quasiment être équipé avec les mêmes outils qu'une grosse entreprise. Et aujourd'hui, on a la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'au niveau informatique, au niveau digital, aujourd'hui, il faut avoir la possibilité d'être connecté avec l'ensemble des OTA, c'est-à-dire ce qu'on appelle les online travel agencies, les agences de voyage en ligne, Booking.com, Expedia, Agoda, et j'en passe et des meilleurs. Et puis avoir un planning qui est en ligne également, d'avoir une gestion scrupuleuse de suivi de ce qu'on a, d'avoir un prévisionnel. Donc je dirais que la difficulté d'une petite entreprise, c'est d'être aussi efficient qu'une grosse, d'avoir les mêmes outils qu'une grosse entreprise. Et donc ça demande finalement aux dirigeants d'avoir une capacité en termes de multicompétences plus importante que quelqu'un qui va être en grande hôtellerie où il va pouvoir y avoir différents services avec différents spécialistes qui vont pouvoir répondre aux différentes problématiques. Quand on a une pension, faut à la fois être le juriste, à la fois le comptable, à la fois le responsable maintenance, à la fois le commercial, la personne qui fait la promotion. Enfin, il faut avoir une espèce de multicasquette et c'est ça qui est la vraie complexité d'une petite entreprise, pas seulement une pension à la limite, d'ailleurs, ça peut s'appuyer sur n'importe quelle entreprise. Et on présente souvent la petite entreprise comme quelque chose de simple. On se rappelle un peu la publicité sur patentez-vous, etc., devenez votre propre entrepreneur. Sauf qu'on oublie de présenter que gérer une petite entreprise est paradoxalement plus compliqué que de gérer une grosse entreprise où il va y avoir une multitude de compétences, alors que là, la multicompétence repose sur une seule personne. C'est ça la difficulté principale. Ok, effectivement, très bien, le parallèle est complètement vrai. Au-delà de ça, du coup, gérer sa propre entreprise et du coup, en plus, avec 50% avec madame, ça veut dire gérer aussi la vie personnelle en même temps, donc de mélanger un peu tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour justement avoir un équilibre entre les deux, entre cette vie personnelle et cette vie professionnelle ? Oui, c'est une difficulté. Le fait d'être associé 50-50 avec sa femme, ça veut dire qu'il faut toujours se rappeler qu'on est complémentaires et éviter de se retrouver effectivement en concurrence, parce qu'autrement on s'en sort pas. Donc il faut toujours se rappeler en tête qu'on est différents et que cette différence, c'est 1 + 1 est supérieur à 2, et toujours se le rappeler. Et puis la complexité d'avoir son travail dans sa propre maison, puisqu'on habite sur place, c'est pas simple, et ça demande effectivement un savoir-faire en termes de protection de la zone familiale par rapport à l'environnement. Au début, on avait du mal à le faire, et on a peut-être été, et c'était peut-être plus facile aussi quand les enfants étaient tout petits, parce que les enfants, ça les amusait beaucoup d'aller à la piscine, de rencontrer d'autres petits copains, d'autres petites amis, et en l'espace de quelques minutes, les jeunes enfants se font des amis en fait. Là, ce sont des ados, c'est plus du tout la même chose. Donc, ils ont besoin de leur propre intimité, et c'est plus difficile pour eux d'accepter finalement d'être au milieu de beaucoup de monde. Donc, il a fallu améliorer notre cadre de vie privé, et un peu cloisonner plus que ce qu'on faisait au départ. Donc oui, il faut y faire attention. Ok, très bien. Au-delà de ça, on a fait un peu tous les différents pans. Et quel aujourd'hui conseil tu pourrais donner à une personne qui aurait envie de se lancer dans ce secteur d'activité, de créer sa propre pension de famille? Quels sont les petits tips que tu pourrais lui donner pour bien commencer, pour bien les petites erreurs à ne pas commettre, etc., etc. Alors on va retrouver les mêmes conseils que pour la création de toute entreprise. Le nerf de la guerre, au départ, c'est d'avoir un projet financier qui tienne la route. Donc
Donc de ce côté-là, on ne peut pas y couper. Il faut rebeloter un plan de trésorerie N fois jusqu'à bien valider l'ensemble des charges et l'ensemble des profits estimés pour voir si c'est valide et si ça tient la route. Et pas hésiter à avoir un petit peu de facilité financière, enfin tout du moins que de ne pas faire trop juste, quoi, voilà. De voir si les établissements bancaires ou en appui comme la Sofidep sont prêts à suivre ce projet. Je dirais que même à la limite, s'il n'y a pas d'emprunt à la clé, si jamais ils étaient prêts à en faire, ça veut dire que le projet déjà il est viable. C'est une manière de se faire évaluer, même si on n'a pas nécessairement le besoin ou même le désir d'aller jusqu'au bout. Ça peut être une manière de vérifier qu'il est crédible vis-à-vis de gens qui font ça tout le temps, quoi. Et ensuite, on va y retrouver la même problématique effectivement que d'autres entreprises. C'est-à-dire que est-ce que mon positionnement est cohérent ? Est-ce que mes moyens de promotion, de commercialisation sont cohérents aussi pour arriver à remplir correctement ? Ça ne sera pas du tout le même raisonnement si on est sur l'île principale, Tahiti ou Bora Bora, là où tous les touristes vont, qu'effectivement si on est sur une île éloignée où il y a déjà s'il n'y a pas d'avion, s'il n'y a pas de bateau, c'est évident que ça pose un problème. Donc voilà, il faut se poser tout de suite les questions de comment les touristes peuvent venir, est-ce qu'on peut leur faciliter la tâche, combien ça va coûter en plus par rapport à... donc voilà, donc il y a vraiment une réflexion de positionnement, de savoir comment on peut véhiculer l'information pour que les clients viennent et comment ils peuvent venir eux-mêmes et avoir un volume suffisant pour répondre aux charges qui vont exister. Voilà. Mais c'est des raisonnements d'entreprise générale. En tout cas, merci Vincent. J'imagine qu'on peut te retrouver sur différentes plateformes. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver et quelles sont les différentes adresses mail, numéros de téléphone sur lesquels peut-être on peut te joindre ? Alors le numéro de ma réception, c'est le 40 45 56 12. Et sinon, oui, j'ai un site internet, Pension de la Plage, www.pensiondelplage.com. Enfin, il suffit de taper Pension de la Plage et puis vous aurez accès à notre site internet, notre Facebook ou même notre site de réservation en ligne. Et puis si jamais vous avez des questions même qui sont hors de l'ordre de la partie relations clients, etc., enfin que vous posez des questions, je suis tout à fait ouvert, il n'y a pas de problème. En tout cas, je te remercie Vincent et du coup on souhaite une bonne continuation à la Pension de la Plage et ce magnifique décor. Merci et au revoir. Si cet épisode t'a plu, n'hésite surtout pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou bien ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont bien sûr tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. À très vite pour un nouvel épisode, toujours à la rencontre de ces entrepreneurs si particuliers. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!